15 chocs culturels que j'ai eus en vivant au Brésil, le point de vue d'un Français. Alors là, on juge pas les Brésiliens, hein. Sinon je vais me fâcher. Je veux pas avoir de commentaires avec des jugements, c'est pas possible. En fait, j'ai fait une sélection de 15 choses que j'ai trouvées vraiment très différentes de la France, des choses que j'ai trouvées vraiment très originales. Je vais les partager avec vous et n'hésitez pas à commenter si vous avez déjà vécu ça ou si vous voulez ajouter d'autres choses différentes de la culture brésilienne. Et aí, bora? Vamos! Vamos! Oi, galera! Sou Émile, sou française, je suis parti de zéro et aujourd'hui je parle couramment portugais. Et moi, je suis Roberta, je suis brésilienne et sur cette chaîne, je vais te donner des conseils sur la langue et la culture brésilienne que seule une brésilienne peut te donner. Si tu es nouveau, n'oublie pas de t'inscrire en appuyant sur le bouton rouge et d'activer la petite cloche pour ne perdre aucune des nouvelles vidéos de cette magnifique chaîne YouTube. On est parti avec la première chose que j'ai trouvée très différente au Brésil, c'est cette informalité. Je peux être appelé de amigão, de mon grand ami, alors je ne connais pas la personne. Ça, c'est vraiment la chose la plus étrange que j'ai trouvée au Brésil, que j'aime bien, faut l'avouer, j'aime cette informalité. Mais voilà, amigão, querida, ma chérie. Je vais même partager avec vous une liste des mots les plus rigolos que j'ai entendus. Donc, amigão. D'ailleurs, amigão, c'est grand ami et on peut utiliser aussi pour appeler les serveurs. Ben oui, on est très informel. Donc, on peut dire amigão, por favor. Donc, pour appeler le serveur. Et ça, Émile trouvait ça très bizarre. Il pensait que le serveur, c'était un pote de mes amis qui étaient à table. Mais en fait, non, c'est juste une manière informelle d'appeler les gens, quoi. Évidemment, j'avais entendu parler de cette informalité, mais en arrivant sur place, on voit vraiment que c'est vraiment un choc culturel. Tout le monde se connaît. Enfin, j'avais l'impression que tout le monde se connaissait. Amigão, qui veut dire mon grand ami. Querida, chérie, Roberta, querida. J'ai entendu. Oi, querida. Oi, querida. Bonjour, ma chérie. Qu'est-ce que tu veux? Moi, on m'appelait. Alors, même au début. Même querida, on peut utiliser, par exemple, si je vais dans un commerce, une femme peut m'appeler de querida tranquillement. Oi, querida, tudo bem? Comment eu posso ajudar? Salut, chérie, comment je peux t'aider? Et encore une chose, como posso ajudar, hein? Comment je peux t'aider? Voilà. Et même autre chose, amor, qui veut dire amour, mon amour. J'ai entendu au début, je me suis dit comment ça, quelqu'un appelle Roberta de mon amour, elle a un autre copain là de l'autre côté de l'océan. Eh ben non, amor, c'est encore une fois, c'est mon amour, mais c'est une façon très gentille, très informelle, mais très sympa d'appeler une femme. Amor. Et c'est très commun aussi que les amis, même les hommes et les femmes, on s'appelle d'amour entre nous. C'est pas tous les groupes d'amis qui font ça, mais c'est commun. Donc, par exemple, mon groupe d'amis, on peut s'appeler amigo, amiga, comme ami, né? Et on peut appeler aussi amor. On peut, donc, meu amor, si on peut mettre mon amour, meu amor. Voilà, donc par exemple, je vais appeler ma cousine, je vais appeler meu amor, je vais appeler ma tante, meu amor, ma tante va m'appeler meu amor. Donc on a cette informalité et aussi cet amour par les surnoms d'amour, en fait. Exactement. Et ça, c'est un des plus drôles. Je sais pas. Ça va t'arriver probablement. Ça, si tu es français, on va dire blanc comme moi, entre guillemets, on va t'appeler allemand. Allemand qui veut dire, je pense que tu as compris l'allemand. L'allemand, peut-être parce que j'ai pas des cheveux très très foncés, je sais pas. Alors imagine si on était blond. Moi, je pense que c'est parce que tu avais une tête de gringo. Voilà, gringo. Je pense que c'était surtout ça, une tête de gringo blanc. Voilà. Ils vont appeler allemand, tu vois. Ou sinon, allemand. C'était une femme. Et tu as beau dire, ouais, il disait, non, mais je suis français. On s'en fout, allemand. T'es gringo. Moi, au début, je disais allemand, mais je dis, mais non, et au saut français, je suis français et au saut française. Mais eux, c'est vraiment une façon de t'aborder de façon sympa, en remarquant que tu n'es pas brésilien. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu mieux. Je me suis un peu plus fondu dans le décor. Mais à l'époque, c'est vrai, en arrivant allemand, c'était vraiment le gringo qui arrive, l'étranger. Qui arrive au Brésil. Je pense qu'il y a ça aussi. C'est pas, ah ouais, mais il m'a même pas entendu parler. C'est la façon de s'habiller, c'est la façon de se porter, c'est les gestes. De la même façon que toi, probablement, quand tu es à l'étranger, tu remarques de loin qui sont les Français, les Françaises. C'est vrai. Pareil, les Brésiliens, on remarque qui est brésilien et qui n'est pas brésilien. De loin aussi. Exactement. Et aussi, par exemple, le champion, on va t'appeler champion. Oh, campion, le champion. Bon, voilà, c'est vraiment j'aurais pu mettre, donc là, le titre, c'est amigão, mais j'aurais pu mettre comme première chose qui m'a paru différente, c'est aussi ces surnoms, les surnoms chaleureux qu'on entend au Brésil. On va passer à la deuxième, parce que là, on en a 15, sinon on va jamais s'arrêter. Desigualdade social. Là, on va vraiment parler des inégalités sociales. On peut voir au Brésil des inégalités très, très, très marquées entre les riches, qui sont très riches, les pauvres,
très pauvres. On dirait Louis de Funès dans un film. Mais bref, c'est vraiment ça. C'est les riches sont vraiment très riches. Roberta peut connaître dans son cercle d'amis des gens qui ont des millions d'euros, et on peut aussi voir dans la rue des gens qui vivent sous les ponts. Il y a vraiment cette inégalité. Il y a moins de classe moyenne comme en France. Donc, on peut voir les favelas. La classe moyenne, elle a plus rétréci. Hein. Et Emile a dit, ça ne veut pas dire que je suis très riche. Non, mais tu connais. C'est juste que moi, j'ai circulé dans les milieux, par exemple, des écoles privées, des lycées privés. Et là, en fait, tu vas être amené à croiser des gens qui ont vraiment beaucoup d'argent. Et moi, je pense que c'est surtout, c'est pas qu'il n'y a pas d'inégalité sociale en France, ça on sait très bien, c'est qu'au Brésil, c'est vraiment ultra visible. Donc, par exemple, on va habiter dans des buildings, les gens des classes moyennes hautes ou des classes riches, dans des buildings, dans les gratte-ciel. Dans des immeubles, et dans ces immeubles-là, en fait, de là, tu vas voir les communautés pauvres, les gens qui vivent dans des baraques, comme on appelle, que c'est des petites maisons faites à base de restes de papier. C'est avec 2 R ou c'est avec baraque? Baraque, pas de restes de papier, mais avec des morceaux d'aluminium, disons des restes de produits de construction quelque part. Donc c'est très visible cette inégalité sociale. On va voir beaucoup de gens qui habitent à la rue. Je sais qu'en France il y a ça aussi, mais au Brésil j'ai l'impression que le choc c'est plus visible. Disons qu'en France on est vu aussi comme un pays communiste, mais en fait qui est socialiste évidemment, mais comme on a une répartition un petit peu des richesses, on paye plus d'impôts aussi, c'est un peu plus. Il y a les aides sociales, il y a des aides sociales qui n'existent pas au Brésil. Donc au Brésil c'est vraiment très marqué. On peut voir aussi par exemple une certaine ville comme à Rio où les gens pauvres, plus pauvres, très pauvres même, vivent dans ce qu'on appelle des favelas, donc dans un regroupement, une communauté de gens avec très très peu de moyens dans des favelas. Il y a dans d'autres villes c'est un peu plus réparti aussi. Ouais, mais il faut savoir aussi qu'on a une vision, je pense, les étrangers, une vision de la favela comme un truc un peu folklorique, dangereux, etc. Et il faut savoir, la favela, c'est un quartier comme n'importe quel autre. Hein. C'est juste que les gens, ils ont moins de moyens. Certes, il y a certaines favelas ou certaines parties d'une favela précise où il y a des armes, il y a du trafic de drogue, etc. Mais là, habitent des personnes normales, comme toi, comme moi, des personnes juste qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers pour habiter dans un meilleur quartier. Donc, il faut arrêter aussi d'avoir cette vision que la favela, il n'y a que des méchants qui vivent là-bas. À la favela, ce côté folklorique, faire du tourisme, moi, je trouve ça, personnellement, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, mais je déconseille. Je trouve ça ridicule quand même de faire du tourisme dans la favela. Tourisme de la pauvreté, en fait, pour voir comment les gens sont pauvres. Moi, je trouve ça vraiment ça existe, pénible. Il y en a peut-être qui vont découvrir ça, ça existe. On en a entendu parler, ça existe. Mais bon, je trouve ça quand même une moquerie, mais voilà, quoi. Donc, je pense qu'il y a de la curiosité, je pense pas que c'est de la moquerie, je pense que c'est de la curiosité. Mais de la curiosité, c'est comme si je disais, tiens, je vais visiter une communauté en France, je vais rendre visite dans un camp de réfugiés qui n'ont même pas d'eau courante. Ouais. C'est un peu limite comme tourisme, mais en tout cas ça c'est une chose donc évidemment moins cool que les surnoms amigants, mais c'est vrai que ça c'est vraiment un des grands chocs culturels que tu peux vivre en allant au Brésil, c'est ces inégalités sociales. Tu veux rajouter quelque chose? Non, ça va. On passe au prochain. J'ai appelé ça la sympathie, j'aurais pu appeler ça l'accueil chaleureux. Les Brésiliens sont très chaleureux, très accueillants. Ils ont vraiment quelque chose, une joie de vivre, une joie d'être, une joie de vivre. Quand ils t'accueillent, c'est vraiment très chaleureux. Donc, c'est vraiment cette sympathie des Brésiliens. Je pense que ça, tu le savais déjà, même sans aller au Brésil. Ils ont cette réputation qui est vraie. Moi, je pense que c'est lié aussi le côté amigant avec le côté sympathie. En fait, ça colle pas mal parce qu'on est très informel, donc on est très facile à aborder. Exactement. On aborde très facilement les gens. Et on a quelque chose, on appelait ça au Brésil de syndrome do vira-lata. Okay, c'est le syndrome du chien de rue, quelque part. C'est qu'il y a beaucoup de Brésiliens qui se sentent inférieurs aux étrangers. Ils pensent que le Brésil est moins bien. Et pour ça, on est ultra chaleureux avec les étrangers parce qu'ils pensent qu'ils sont meilleurs que nous. Donc, il faut le chuchoter. Il y a ça aussi. Donc, on est sympa parce qu'on est sympa. Et il y a ce côté aussi, en fait, encore plus sympa avec les étrangers parce qu'il y en a qui trouvent que les étrangers, waouh, c'est incroyable. D'ailleurs, on va voir dans une des autres curiosités que j'ai indiquées dans cette sélection, on va revoir qu'en effet, même le français, il est vu de façon différente. Autre chose qui m'a paru vraiment différente, c'est o abraço. Qu'est-ce que c'est o abraço? C'est, on peut dire, une accolade, comment on dirait ça? Quand tu vas parler avec quelqu'un, tu fais
tu peux faire la bise dans certaines régions, Ouais, mais si tu as déjà vu la personne une fois ou si tu la connais déjà, tu vas faire comme ça. C'est ce qu'ils font. Ah, bah là, ça, c'est avec tout le monde. Mais c'est vraiment un câlin, qu'on pourrait presque dire un câlin. Nous, en France, on peut faire soit la bise, quand on connaît quelqu'un, soit on va lui serrer la main. Mais même dans des relations presque de travail, on va faire une petite accolade gentille, hein, c'est très rapide. C'est vraiment quelque chose de différent, hein, tout simplement. Et la bise, elle est plus entre femmes, Ouais. ok, ou une femme avec un homme. Les hommes, ils font pas la bise entre eux. Normalement, ils se font des accolades. Ouais. Donc, ça, c'est un peu différent. C'est vrai que même moi, j'ai eu un petit choc culturel quand je suis arrivée en France et que j'ai vu les hommes faire la bise parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne au Brésil. D'ailleurs, dans notre autre chaîne YouTube où on enseigne le français aux Brésiliens, Roberta avait fait cette vidéo en donnant son point de vue sur la France et tu avais indiqué justement le fait que les Français se font la bise. Donc moi, c'est l'inverse. Je trouve que c'est des façons différentes de montrer de l'affection, de saluer. Exactement. C'est une autre façon culturelle de montrer son affection. Une expression qui veut dire beaucoup de choses. Desculpa qualquer coisa. Ça veut dire je suis désolée pour n'importe quoi. En fait, il s'excuse tout le temps, même quand il n'y a même pas besoin de s'excuser. Tu reçois quelqu'un, il s'en va, il va te dire « Desculpa qualquer cosa ». Désolé si j'ai fait quelque chose qui n'allait pas, alors que tout s'est très bien déroulé, tout s'est très bien passé. Ils vont quand même s'excuser. J'ai trouvé ça très chelou. Mais c'est moi je pense que de façon très polie, je sais pas, très éduquée, je sais pas. Ouais, je pense que c'est un côté très poli et un côté aussi avec beaucoup d'humilité. Ou quelque part, les gens qui disent ça, moi je le disais et je le dis plus, c'est comme si ça partait d'une place d'insécurité où tu sais pas en fait si tu as été aussi poli, si tu as été aussi respectueux avec la personne, donc tu t'excuses même sans savoir s'il y a raison de t'excuser. Bah même au début, moi je voyais pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai raté un épisode là, il a fait une connerie ou parce que désolé, désolé pourquoi? Mais en fait, et il faut savoir que ça c'est très commun, ça c'est encore plus commun chez les personnes qui ont moins de moyens financiers. Et moi je pense que ça part aussi de ce syndrome du chien des rues, comme je vous ai dit, on appelle syndrome do vira-lata. Quelque part, c'est le syndrome de je suis moins bien que les autres, donc je dois m'excuser rien que pour ma présence. Et ça c'est quelque chose qu'on dit beaucoup même dans nos vidéos, de dire ne vous excusez pas. Si vous faites quelque chose de mal, là, vous vous excusez, mais il n'y a pas besoin de s'excuser. Donc, en fait, sache que c'est possible comme Brésilien s'excuse auprès de toi, même s'il n'a rien fait. Donc, il faut que tu dises, bah non, tu n'as rien fait de mal. Bah, tudo bem. Autre curiosité, chose différente, c'est que le Brésilien peut parler très fort, très, très haut. Hein. Au Brésil, il fala alto. Il s'exprime de façon très, très expressive. Hein. Il va parler fort. Les gestes. Dans des lieux publics, hein, ça peut être aussi peu importe, dans un restaurant, à l'aéroport, même dans des endroits où on est censé être dans un endroit un peu calme. Vous allez parler toujours un peu plus fort. Hein. Les restaurants au Brésil et les bars sont très bruyants. Les débits, il est très, très haut. Et là, il y a autre chose que je trouvais différent en France, quelque part, c'est qu'au Brésil, la conversation, elle est communautaire. Et quelque part, pour les Français, elle est un peu chaotique. Je commence une phrase, il y a un autre qui va parler au milieu, on va ouvrir des parenthèses. Et en fait, finalement, on va parler pendant une demi-heure. J'ai pas fini ma phrase parce que on est parti sur d'autres sujets et on se parle et on parle fort pour dire notre opinion, pour changer de sujet. Et Émile, au départ, il disait, mais c'est quoi cette conversation chaotique? C'est chaotique et c'est pour ça que c'est important d'apprendre ce qu'on vous enseigne sur cette chaîne, c'est le brésilien, le portugais brésilien parlé au quotidien de tous les jours. Ça veut dire qu'il va falloir récupérer les expressions, parce qu'il y a beaucoup aussi d'expressions, beaucoup d'argot, beaucoup de choses qu'on n'apprend pas forcément dans les livres, et c'est ce qu'on va essayer de vous enseigner sur cette chaîne. Et faites attention, vous pouvez aussi vous entraîner à parler un peu plus fort pour être respecté, pour pouvoir vous imposer au Brésil. Moi, ça, j'ai pas eu trop de difficultés avec ça. Oh non, tu parles fort déjà naturellement. Ça va, moi, j'avais déjà mon côté un peu brésilien à la base. Notre prochaine chose, c'est tem desconto à vista. Tem desconto à vista, ça veut dire est-ce qu'il y a un discount, il y a une réduction? Un rabais. Si je paye à vista, ça veut dire si je paye en une fois. Pourquoi? Parce qu'au Brésil, les cartes de crédit, les cartes bleues, de base, offrent la possibilité de payer jusqu'à 12 fois. Donc, le paiement échelonné, quelque part, c'est la base au Brésil. Tout le monde paye de façon échelonnée. Bien sûr qu'il y a des taux d'intérêt pour la banque quand tu payes échelonné, mais c'est très commun dans la culture brésilienne de payer échelonné. Et naturellement, quand tu payes échelonné, tu as des taux d'intérêt. Donc, quand tu payes en une fois,
les gens ils vont toujours demander chez les commerçants s'ils peuvent avoir un rabais parce qu'ils vont pas payer échelonné. Exactement. Donc, on a cette culture du discount. Et de la négociation. C'est tout le temps de la négociation et il ne faut pas non plus trouver ça, être surpris. Ça fait partie de leur culture. Négocier, demander un rabais, c'est toujours chose commune. O jeitinho brasileiro. O que é isso? C'est quoi ça, o jeitinho brasileiro? C'est la petite façon brésilienne quelque part. En fait, on dit qu'on a ça chez nous. C'est quelque part une manière débrouillarde, ok? Oui. Une manière débrouillarde de résoudre des problèmes. On a quand même, on est très créatif pour la résolution de problèmes. Donc, on a toujours cette phrase, comment dire, na ponta da língua. D'accord, comme ça à la bouche, quoi. Vou dar um jeito. Vou dar um jeito. Je vais me débrouiller. Je vais trouver une façon de résoudre ça. Voilà, je vais résoudre ça. Il n'y a pas de problème, il n'y a aucune difficulté. Vou dar um jeito pour trouver une solution. Jusqu'à même parfois des solutions un peu limite, un peu illégales. Donc, voilà, ça peut arriver chez certains, pas moi, voilà. Mais certains. Donne un exemple là, cette histoire d'électricité là, qu'il y en a qui vont. Ouais, ça c'est plus que limite. C'est ce qui est illégal. Là, il faut savoir, et là ça part aussi. Il y a un lien avec l'inégalité sociale, c'est que on va voir dans certaines communautés ou même certaines maisons qui vont faire ce qu'on appelle de gato. Gato, oui, c'est un chat en portugais, mais gato, en vrai, c'est une magouille d'électricité où les gens, ils vont venir toucher aux fils électriques qui vont relier les fils électriques qui sont là, dans la rue, à leur maison. Mais comment ça? Parce que nos fils électriques au Brésil, majoritairement, ils sont externes, donc on va les voir. Ok, ils sont pas sous terre comme en France. Donc, il y a des gens qui vont prendre ça, qui vont magouiller, qui vont faire une rallonge pour amener cette électricité chez eux. Ils vont détourner. Ils vont détourner l'électricité. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont pas payer cette électricité. Ça va venir sur le compte de la personne à qui appartient quelque part le fil. C'est déjà arrivé chez mes parents. Bonjour les factures. C'est déjà arrivé chez mes parents, en fait, que la facture d'un mois à l'autre multiplie par 6. Et on a compris, en fait, que le fil, il y a eu des gâteaux, non? Des rallonges qui ont été faites pour plusieurs maisons d'une communauté à côté. Et du coup, il faut faire appel aux autorités de l'électricité pour résoudre ça et pour qu'on ne paye pas le surplus qui ne nous appartient pas quelque part. Exactement. Mais ça, je veux presque plus rajouter dans les choses qui m'ont un peu choqué, c'est ces fils apparents dans les rues, contrairement en France où c'est caché, quoi. Donc ça, ça fait partie du décor. Vamos marcar, donc ça, ce serait ma 9e chose qui m'a marqué. Je suis un peu dans le désordre, j'ai vraiment mis un peu tout comme ça en fonction de ce que je pensais. Cette histoire de ne pas avoir de compromis. Vamos marcar, ça veut dire on prend rendez-vous, on va se rencontrer et un temps après, on va évidemment indiquer le lieu et la date du rendez-vous. Mais vamos marcar, Roberta, elle entend, enfin, chaque fois qu'on va au Brésil, on entend vamos marcar, et au final, il ne se passe rien de spécial parce que cette question de compromis, c'est pas très ancré dans votre culture. C'est plus une façon polie de dire j'ai envie de te voir, mais au final, même si on se voit pas, je pense à toi, mais il n'y a pas ce truc dans on se voit, vamos marcar na quinta, on va se voir jeudi. En France, si on dit ça, limite on va envoyer un SMS pour dire on va se voir. Tu vas mettre cette date-là, on va mettre dans son agenda. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vis dans mon quotidien, mais il n'y a pas trop cette histoire de compromis. Là, on est plus je pense qu'on est plus naturel dans les rencontres. Et il y a cette histoire, normalement, quand tu dis « vamos marcar », à quelqu'un, par exemple, c'est déjà arrivé que je croise quelqu'un dans le supermarché en faisant des courses et on dit « ah ouais, ça fait longtemps qu'on ne se voit pas, vamos marcar ». On va se voir, a gente vai se ver. A gente se vê. Et du coup, Emile a dit, bah ouais, on va prendre rendez-vous quand? Moi, je dis, non, on va pas prendre rendez-vous, quoi. Mais il a dit, mais tu viens de dire. C'était ma première fois au Brésil, alors ça remonte, ça fait une dizaine d'années. On arrive, on était dans un centre commercial et une copine à Roberta, donc la première copine que je vois de Roberta. Oh, amiga, quanto tempo, e aí, a gente se vê, vamos marcar. Et moi, je pensais, mais c'est cool, on a déjà un rendez-vous de prévu, on va rencontrer. Et au final, on m'a fait, non, c'est pas forcément qu'on va se voir, ça veut dire que. Voilà. Ça veut dire qu'on aime bien l'autre personne, qu'on la considère. Quelque part, c'est une manière de dire, bah ouais, tu me plais, ça me ferait plaisir qu'on se revoit, mais ça ne veut pas dire qu'on va se revoir obligatoirement. Donc maintenant, voilà un conseil. Si jamais vous voulez être sûr, il faut faire un double check. Il faut vraiment être sûr. Vamos marcar, envoie un WhatsApp la veille, 15 minutes avant pour être sûr que ce soit bien bouclé. Et surtout, même si tu as pris rendez-vous, on est assez souvent en retard. Donc, 15, 20 minutes, des fois même une heure. Donc,
être sûr ou sinon de dire je passe te chercher. Ça, c'est peut-être une bonne idée. Comme ça, tu vas pas te planter tout seul ou toute seule dans un resto ou dans un bar en attendant la personne. Donc, j'aurais pu mettre à la place de Vamos marcar comme titre la ponctualité. Voilà, c'est pas très ponctuel. Ouais, le compromis. Le compromis. Voilà, bien sûr, c'est pas tout le monde comme ça, hein, mais ça peut arriver beaucoup plus souvent que chez les Français. Ta grand-mère, par exemple, a horreur de ça. Elle me dit, moi, je trouve pas ça normal, mais ça fait très partie de la culture brésilienne. Hein. Tout le monde est au courant que ça se passe comme ça. Mais en tant que personne qui vit pas au Brésil, ça peut être surprenant. Même moi, ça me saoule aujourd'hui parce que des fois, je vais au Brésil pour très peu de temps. Moi, je dis, tiens, la semaine pro, on fait ça. Les gens disent oui. Et en fait, quand ça arrive la veille, en fait, non. Ils ont prévu autre chose. Oui, mais non. Donc, ma prochaine chose que j'ai trouvée, on va dire, rigolote, presque ou différente, c'est tout ce qui est en rapport à la religion. Rigolote, je ne sais même pas si c'est le mot, parce que ça peut être aussi un peu pesant. Hein, mais en tout cas, beaucoup d'expressions autour de la religion. Hein, Pelo amor de Deus, Jesus amado, meu Deus do céu. Toujours des expressions relatives à la religion. Mais j'aurais pu aussi parler de la religion en soi, qui est ultra présente au Brésil, que ce soit des religions qu'on connaît, hein, comme le catholicisme, qui est évidemment la religion, la plus grande religion au Brésil. Là aujourd'hui, c'est plus l'évangélisme. L'évangélisme, qui est une branche du... Non, c'est pas une branche. Non, c'est pas une branche du catholicisme. Mais là, c'est plus les évangéliques, en fait, qui sont majoritaires au Brésil. Mais c'est très fort. Mais ça ne veut pas dire que quand quelqu'un parle une expression avec Dieu, elle parle précisément de Dieu. Parce que là, les expressions avec Dieu ou Jésus ou Marie, c'est devenu quelque part des expressions communes du portugais brésilien de la vraie vie. Donc, même moi, j'utilise beaucoup et je crois en Dieu, hein, mais c'est pas quelque chose que, waouh, je suis très croyante. Alors, pas du tout, mais ça fait partie des expressions qu'on utilise dans le quotidien. Nous, on le disait avant, pour l'amour de Dieu, ou on peut le dire, hein, littéralement, on peut entendre encore ce genre d'expression en France, c'est très rare quand même, mais Jesus amado, comment on pourrait le traduire? Jesus amado, c'est pas possible. C'est pas possible. En français, on dirait c'est pas possible. Là, c'est Jesus amado, hein, Jésus aimé, hein, Jésus l'aimé. Meu Deus do céu, mon Dieu du ciel, ça veut dire c'est pas possible, c'est encore de la surprise. C'est où il y a un accent aigu sur le E. Sur le E, d'accord. Voilà, donc on a ça, pelo amor de Deus, donc on a beaucoup ça. Hein. Maria, il y a autre chose, c'est Vixe Maria, qu'on dit au nord-est du Brésil. Vixe Maria avec un X. Donc, oui, mais il m'a corrigé. Vixe Maria, donc c'est encore une surprise. Donc, en fait, on a beaucoup ça. Et Émile se disait, mais tout le monde parle de Dieu, Jésus, tout le temps. Mais en fait, c'est juste des expressions. C'est des expressions qui font partie de la culture parce que la religion est tellement présente que ça fait partie de l'ambiance. Et il y a autre chose aussi liée à la religion, c'est par exemple les camions. Derrière les camions, ils mettent des plaques. Dieu me dirige mon camion. Dieu me guide. Dieu me guide. Et Émile, il était choqué. Ça, c'est vraiment religieux. Partout. Et ils mettent ça, c'est comme un signe de protection. Et ça, tu vas voir partout, surtout dans les camions au Brésil. Des voitures aussi mettent des stickers, quoi. Des stickers comme ça. Et Émile a trouvé ça très particulier. Mais après, c'est vrai qu'il y a aussi la religion de façon générale. Il y a aussi le candomblé, il y a le spiritisme. Enfin, il y a vraiment beaucoup de religions représentées au Brésil. Voilà, continuons avec notre prochaine différence culturelle. Casa dos Pais, ça veut dire la maison des parents, chez les parents. Moi, j'ai trouvé quelque chose différent par rapport à ma culture, en tout cas, à la culture française, ou du moins ce que j'ai vécu, c'est que les enfants restent très longtemps chez leurs parents. Et ça s'explique, évidemment. J'ai appris que ça s'expliquait, hein, mais jusqu'à 30 ans, tu pouvais rester, ta soeur est restée un peu même plus tard. Même 40 ans, quoi. 40 ans. Là, en fait, nous, on a une idée au Brésil que tu restes chez tes parents jusqu'à ce que tu te maries. Ouais. Là, en fait, forcément, ça a beaucoup changé. Donc, il y a beaucoup de gens qui vivent seuls et tout. Mais il y a encore cette culture où c'est pas très tabou. Si tu as 20 ans, 30 ans et que tu habites toujours chez tes parents, quelque part, tu vas partager les frais. Ou ça, c'est ça que c'est normal, hein, mais il y en a qui le font pas. Mais on a quand même cette notion. Et moi, je pense que c'est un côté un peu conservateur qui reste encore, dans le sens où tu ne peux partir de chez tes parents que pour aller dans ta prochaine famille, ton mariage. Et je dis pas ça que pour les femmes, hein. Les femmes et les hommes. Ouais. Donc, il y a des femmes et des hommes qui vivent jusqu'à très tard chez leurs parents parce qu'ils se disent qu'ils vont partir de chez leurs parents que
quand ils se marient, même s'ils ont déjà un bon emploi, même s'ils gagnent bien leur vie. Et aussi peut-être faire des économies pour pouvoir acheter aussi peut-être. Il y a peut-être là, il y a le côté un peu conservateur Ouais. et aussi le côté je fais des économies au maximum. Quand je vais partir, c'est pour acheter quoi. Et il y a le côté aussi où il y en a beaucoup qui veulent pas baisser leur niveau de vie. Ah oui. Donc, par exemple, si tu vis chez tes parents, t'es classe moyenne et t'as ton premier emploi, bah forcément, tu vas pas avoir un super salaire et tu veux pas aller dans un petit appartement, dans un quartier moins bien. Donc, je pense qu'il y a ce côté aussi où les gens ne veulent pas sortir de chez ses parents pour ça. Sachant que chez des gens qui ont moins d'argent, normalement, c'est l'inverse qui se passe. Tu as ton premier copain, ta première copine, bah, tu vas vivre avec, même si tu as 15-16 ans. Donc, chez les pauvres, ça peut arriver comme ça. Donc, tu peux voir qu'il y a un écart par rapport aux inégalités sociales. Culturellement, on est différent aussi par rapport au niveau social. Au Brésil, ça change. En France, c'est pareil. Donc, voilà. Quoi. Moi, j'ai changé, j'ai dû quitter la maison de mes parents, par exemple, pour mes études, même si j'étais sur l'île. Ça, mais c'est un j'ai commun voulu me au mettre en Brésil. coloc pour avoir aussi cette ambiance étudiante aussi. Bon, c'est vrai que c'est un peu différent la façon de fonctionner. Ça, c'est un commun, quand même. Ben voilà. La prochaine chose que je vais partager avec vous, c'est ce que j'appelais les comidas estranhas, c'est-à-dire la gastronomie différente de ce que j'ai l'habitude de manger. Par exemple, en France, on va manger l'avocat avec, par exemple, un peu de mayonnaise. Ah, c'est n'importe quoi. Ça va être ça horrible, avec des crevettes, ou on peut manger simplement comme ça. Au Brésil, ils peuvent le manger avec du sucre. Donc, contrairement en France où ça serait salé, l'avocat, par exemple, il est sucré. L'avocat, c'est un fruit brésilien. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est vous qui avez tort. Après, nous, c'est vrai qu'on utilise des petits avocats où ils sont énormes. Hein. Les avocats du Brésil, ils sont énormes. Quoi. Je ne sais pas si c'est le même type d'avocat. C'est pas la même variété. Peut-être pas la même variété. Il y a aussi l'histoire des croissants. Évidemment, croissants, patrimoine français. Mais au Brésil, ils vont t'en faire un sandwich. Ils vont te le comment on dit, recheado. Ils vont te le granir, te le farcir avec plein de trucs, avec de la viande. Enfin bref, ils vont t'en faire un truc. Ça va être un sandwich, mais en fait, ça va être un croissant. Et surtout, assez souvent, tu peux trouver des croissants qui sont pas vraiment, comme on dit, croquants. Ça va être vraiment pain, mais en forme de croissant, tu vois. Ça ressemble à un croissant, mais c'est pas un croissant. C'est un concept. Et après, il y a un truc que j'adore, c'est, on va parler de fromage, encore une fois, quand tu es français, tu adores le fromage, mais là, c'est un fromage très différent qui s'appelle au queijo coalho. Alors, queijo coalho, c'est un petit. Tu saurais expliquer pourquoi c'est différent? J'ai du mal à expliquer, mais c'est un fromage qui est un petit peu, qui a une pâte un peu différente. Je sais qu'en Europe, on peut trouver ça en Grèce ou en Crète. Le fromage, c'est vraiment un fromage. Moi, j'ai l'impression qu'il est vraiment pressé. Ouais, un fromage pressé. Et qu'il enlève tout le sérum, en fait, je pense. Hein. Ouais, il est peu plus... Et donc, du coup, tu peux le faire griller. Alors, ça, c'est excellent. Et il devient vraiment très grillé avec une partie croquante. C'est vraiment très, très bon. Dans les plages du Nord-Est, on peut trouver sur les plages donc, des vendeurs de queijo coalho na brasa, donc grillé, hein, vraiment en mode barbecue, quoi. Ils mettent au-dessus de l'orégano, hein, des herbes, de l'origan, des herbes, et c'est excellent, c'est vraiment excellent. Donc queijo coalho, j'adore aussi. Ça c'est un peu cadeau, ça c'est c'est pas hyper connu, mais queijo coalho, ça c'est vraiment une des choses que j'ai trouvé trop bonne. Et évidemment, ils mangent de façon pas toujours similaire. En France, il y a toujours arroz et feijão dans tous les plats. Il y aura toujours du riz et des haricots rouges. Après, moi, je pense que vous n'êtes pas les meilleurs pour parler de nourriture bizarre. Ouais, nous on mange les Français attendent le foie gras, les escargots, les cuisses de grenouille là. Arrêtez un peu quoi. Cuisses de grenouille, j'en ai jamais mangé. C'est vrai qu'escargot et foie gras c'est un peu chelou pour les étrangers et je comprends. Et même pour les Français, je trouve ça toujours chelou. Mais bon, bref, c'est très bon. Un autre truc que j'ai trouvé vraiment rigolo, c'est au vocabulario afrancesado. Les Brésiliens, ils vont vraiment mettre des mots français un peu partout pour donner un côté un petit peu chic, un petit peu gourmet. Par exemple, on va trouver un salon de coiffure chez Georges, écrit en français, hein, ou même écrit chez avec un accent. Enfin, c'est pas très bien écrit, mais on comprend que c'est un truc français. Salon de beauté écrit B-O-T-E, mais bon, bref. Salon de beauté, ça donne un côté français, ça donne un côté, on a upgradé notre salon de ou même les noms des restaurants, des fois, c'est même pas de la gastronomie française, mais qui ont un nom français. Ou autrement, des crêperies françaises, Bercy Village. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Ou il y a un restaurant qui s'appelle Chez Georges aussi, à Récif. Il y a Nez, tu vois, comme un nez, quoi. Il y a plein de noms de restaurants avec des noms comme ça. Et aussi, on aime bien gourmetiser. Tu l'écris comme ça? Gourmetisado. C'est ce mot, d'accord. Okay. Gourmetisado, c'est quelque chose qui a été
qui est devenu gourmet. Donc, en fait, c'est quand tu prends, voilà quoi, c'est une nourriture de base ou un commerce de base et on dit qu'il a été gourmetisé, c'est-à-dire qu'on a mis du français dedans pour le rendre un peu plus chic et un peu gourmet, pour faire semblant que c'est plus gourmet, mais en fait, c'est la même chose. En fait, ça va même faire la transition directe avec mon point numéro 14, c'est au français et chic, hein, como os franceses somos vistos. Comment nous, les Français, on est vus, par exemple, au Brésil. De façon générale, on va trouver que le français est chic. Hein, le français, que ce soit la langue, hein, que ce soit aussi le français, les Françaises, les Français, on est aussi vu comme des gays. Hein, on a un côté un petit peu maniéré, donc il y a aussi ce côté un peu. Ce qui part d'un lieu de jugement quand même, hein, parce Oui, bien sûr. qu'il y a certains qui voient la différence culturelle de façon à juger et même qui a un rapport par rapport à la sexualité de la personne, tandis qu'il n'y a rien à voir en fait. Rien. Et donc, aussi, par exemple, le fait que Paris, vous avez une vision de la carte postale. Paris, c'est le rêve, quoi. Moi qui ai vécu à Paris, évidemment, c'est une ville super intéressante, magnifique, mais il y a aussi des côtés qu'on ne voit pas sur les cartes postales, évidemment. Bah, quand même, c'est une capitale. Hein. Comme toutes les capitales du monde, on va voir les problèmes et le côté positif. Mais c'est vrai que la France a vu comme un pays chic. Hein. Moi, j'ai décidé d'apprendre le français parce que j'ai vu le cinéma français, les films français, la musique française. Amélie Poulain. Et je trouvais ça juste trop la classe. Donc, Amélie Poulain, par exemple, ça a vraiment servi à cette carte postale de la France, Montmartre. Et moi, je me souviens, quand on habitait à Paris en fin 2015, j'ai décidé d'aller vivre au Brésil. Mes collègues, ils me disaient, mais c'est incroyable, tu vas aller vivre au paradis. D'accord? Alors que eux, les Brésiliens, ils voient leur pays comme un truc pas ouf, tu vois. Et ils pensent que la France, c'est un truc de ouf. Et à l'inverse, quand je suis arrivé donc au Brésil, et mes collègues brésiliens m'ont dit, mais c'est pas vrai, tu es parti du paradis pour aller vivre ici, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fous là? T'es con, quoi? L'herbe est toujours plus verte chez le voisin, mais là, c'était vraiment cette vision que nous, on voit le Brésil comme le pays... c'est un pays évidemment magnifique, ça c'est vrai, hein, mais on voit toujours le côté waouh, incroyable carte postale et c'est dans les deux sens. Donc ça c'est une petite anecdote. On a toujours comme ça. Je parle beaucoup. On pense toujours que chez nous c'est mauvais, que c'est que chez nous qu'il y a des problèmes, etc. Mais dans tous les endroits il y a les côtés magnifiques et il y a le côté moins bien aussi. Quoi. Exactement, le revers de la médaille. Autre chose. On parle beaucoup, je suis désolé, mais j'avais envie de partager ça avec vous. N'hésitez pas aussi à laisser en commentaire vos expériences au Brésil. Qu'est-ce qui vous a marqué en arrivant au Brésil, ou en vivant au Brésil, parce que quand on vit, on a plus le temps de voir les choses. Et par exemple, celui-là, hein, au serviços, les services qu'on peut trouver au Brésil, par exemple, ce que vous appelez les motoboy. Hein, motoboy, si tu veux expliquer le concept. Motoboy, quelque part, c'est une personne qui fait des livraisons par moto. C'est boy, c'est comme en anglais. Hein. Ouais, mais bon, c'est écrit comme ça, non, motoboy? Non, on écrit comme en anglais, motoboy. Oui, comme ça, motoboy. Ouais, motoboy. Et là, en fait, c'est quelqu'un qui va faire des livraisons. Quand j'ai travaillé dans des cabinets d'avocats, par exemple, on avait besoin d'un document, il n'y a pas un avocat ou quelqu'un qui va se déplacer du cabinet. On va appeler un motoboy, une personne qui a une moto, qui va aller chercher les documents pour le mettre ailleurs. Ou ça, même pour d'autres choses, hein, même les personnes privées utilisent ça aussi, quoi. On parle vraiment de service, oui, mais en France, ça peut exister. Mais là, c'est ultra commun. C'est ça qu'on veut dire, c'est que c'est ultra commun. Tu as besoin de quelqu'un, pam, il vient te chercher. L'Uber au Brésil, il est ultra bon marché. Hein, c'est vraiment barato, c'est bon marché. Ça coûte vraiment. Donc, il y a vraiment des gens qui n'ont pas de voiture, qui n'ont pas d'autres moyens de transport et qui utilisent que Uber. Pour faire tous leurs déplacements. C'est vraiment pas du tout le même prix. Vous avez aussi beaucoup d'employés de maison. Hein, évidemment, ceux qui ont plus les moyens, mais employés de maison, c'est ultra commun d'avoir. C'est très commun, mais c'est surtout classe moyenne haute et classe riche, bien entendu. Voilà. Mais c'est vrai que malheureusement, elles sont pas bien payées comme en France. Et c'est pour ça que c'est très commun. Et moi, je pense que ça aussi, ça vient de l'héritage esclavagiste au Brésil. Il faut savoir que c'était un pays où la main-d'œuvre esclave a été ultra exploitée. Et là, malheureusement, on a encore des resquisses de cette période-là et ça en fait partie, à mon avis. Donc, il y a beaucoup de choses encore à améliorer, mais ça, c'est très commun. Forcément, c'est un emploi, mais c'est un emploi des fois où les gens, ils sont abusés dans les sens, ils font trop de travail, pas très bien payés, ou ils font des heures et des heures de transport pour être pas très bien traités parce qu'il y en a qui ont des employés chez eux et qui les traitent comme des personnes pas importantes ou des personnes moins bien qu'eux, quoi. Donc, ça, c'est... Mais c'est quand même hyper encadré, on est d'accord, c'est quand même encadré tout ça. Ça fait très peu d'années que c'est encadré, mais c'est pas tout le monde qui respecte la loi. Hein. Donc, il y en a qui payent pas, qui payent moins que le SMIC. Et malheureusement, c'est encore très commun ça. Mais c'est encadré et maintenant, je pense que c'est généralisé
que les employés, les personnes qui travaillent à la maison, hein, les aides, comment on appelle ça, les auxiliaires, non, les auxiliaires de vie, non. Si, pour qui s'occupe des personnes âgées? C'est ça que tu veux dire? Non, moi je veux dire les gens qui font du ménage. Des femmes de ménage ou qu'on appelle ça des employés de maison. Ouais, en fait, ces gens-là, ils ont de plus en plus conscience de leurs droits et il y a des syndicats qui les aident. Donc ça, c'est vraiment très positif parce que les abus, ils diminuent avec le temps. Là, j'étais en train de regarder le salaire moyen au Brésil, je ne savais pas, on parlait justement de ça, c'est 1518 reais. On parle de en janvier 2025. Donc, on est sur vraiment un SMIC qui est vraiment beaucoup plus faible, hein, en fonction de la variation du reais et de l'euro. Mais 1500, c'est quoi? C'est 400 euros, 300, 400 euros, quoi. Ouais. Donc, c'est vraiment. Il y a d'autres choses que je trouve dans les services qui est très étrange, que j'ai trouvé, c'est qu'il y a quelqu'un, par exemple, tu vas vouloir aller à la station essence, il y a quelqu'un qui va venir remplir ton. Tu sors pas de la voiture, en fait. Ouais, tu sors pas de la voiture, tu arrives avec ta voiture, il y a quelqu'un qui va venir faire le plein, quoi. Voilà, et tu peux aussi leur demander de changer d'huile de ta voiture, de regarder, etc. Et toi, tu payes l'essence, hein, tu payes pas le service, ça fait partie Ça fait partie du service de la station essence. Voilà. Et moi, je pense que ça part aussi de, comme on avait dit, que les salaires, ils sont très bas, donc la main-d'œuvre, elle est vraiment pas chère, et forcément, donc il y a beaucoup plus de services par rapport à la France où les salaires sont plus élevés, quoi. Dans les services, je pourrais même ajouter de la technologie, vous utilisez beaucoup Internet, WhatsApp, vous avez des formes de paiement différentes en France, par exemple Pix, hein, qui est un service qui n'existe pas en France. C'est comme un transfert bancaire immédiat que tu fais par téléphone et gratuitement, avec un QR code, avec le numéro de téléphone ou avec ton prénom. Tu peux montrer à la personne, elle te fait un virement bancaire immédiat, gratuit. Ça, c'est quelque chose de très récent. Je pense que ça doit avoir 3-4 ans. Et ça a changé complètement, surtout pour la praticité du quotidien ou même les petits commerçants informels. Hein. Par exemple, quelqu'un qui va vendre de la glace à la plage, qui va vendre le cajou à la place, de ne pas avoir de l'argent et peut-être avoir le risque de se faire voler ou de perdre cet argent quelque part. Ça va direct sur le compte. Ça va direct sur le compte bancaire, c'est génial. Juste besoin d'un compte bancaire et vous pouvez avoir un Pix, donc un QR code pour faire vos paiements, un numéro. Ça, c'est génial. Et donc ça, c'est quelque chose, j'aimerais surtout qu'en France, ça n'existe pas, ce serait plutôt chouette. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Service, donc c'est très bien. Ça veut dire que tout le monde a accès à des virements bancaires pour avoir moins de cartes de crédit et de l'argent. Vous n'avez pas de chèque. Vous n'avez pas de chèque. En même temps, nous, on l'utilise jamais. Il y en a, mais c'est très, très rare. En France, on l'utilise de moins en moins aussi. Et tu as parlé tout à l'heure, tu as déjà parlé du carton de crédito. Hein, le paiement échelonné. Les paiements par carte. Donc tout ça, il y a vraiment des services un peu différents. Voilà, j'aurais pu rajouter, j'en avais inventé un 16e, mais comme j'avais dit 15, mais bon, c'est cadeau. Mais il y a aussi, par exemple, il y a un truc qui m'a étonné, c'est procedimentos estéticos. Par exemple, c'est vrai que l'accès à la chirurgie plastique, esthétique est beaucoup plus répandu et moins cher aussi. Moins cher, moins tabou. Hein. C'est vrai qu'en France, même s'il y a des gens qui le font, ils en parlent moins. Le botox, le maquillage aussi, beaucoup de maquillage. Hein. Les filles se maquillent beaucoup plus qu'en France. Ça, c'était un truc de dingue. On rêvait en mariage, j'avais même pas reconnu la mariée, quoi. Enfin, même toutes les femmes. Hein. Même toi, la première fois qu'on a été à un mariage, que je t'ai vu maquillée à la brésilienne, j'avais été ultra surpris, quoi. Mais c'est le manque d'habitude aussi. Hein. C'est vrai que moi, je pense qu'en France, ça se fait de plus en plus le maquillage. Vous pouvez dire dans le commentaire, mais c'est vrai qu'au Brésil, c'est très ancré, surtout quand on va dans des fêtes plus formelles, etc. Et là, pour les procédures esthétiques, c'est comme ça qu'on dit. Ça peut aller très loin. Hein. Là, avec les réseaux sociaux, on a quand même une pression esthétique qui est quand même assez énorme, surtout sur les femmes. Et beaucoup de gens qui font ce qu'on appelle harmonisation faciale. Donc, l'harmonisation faciale, ça veut dire rendre ton visage harmonieux, mais ça veut dire plus symétrique et plus lié à ce qui est en vogue en ce moment, à la mode esthétique en ce moment. Donc, il y a énormément de pression sociale et énormément de fric aussi qui va dans ces genres de procédures esthétiques. Donc, voilà quoi, il faut voir ça avec un côté bien parce qu'il n'y a pas de tabou. Donc, si jamais vraiment on a des gros complexes avec notre corps, il n'y a pas de tabou au Brésil. Mais le renvers de la médaille, c'est aussi, il y a beaucoup de pression esthétique. En fait, par exemple, si tu te tends pas le cheveu, si tu mets pas du botox, là, par exemple, j'ai pas de botox. Toi, tu prends des remarques à chaque fois. Moi, je me prends des remarques à chaque fois au Brésil parce que j'ai pas de botox là, parce que tes cheveux sont j'ai pas fait de preenchimento, tu vois, parce que là, j'ai des lignes.
Voilà quoi, donc parce que ma peau a des petites marques, hein, comme n'importe quelle peau. Mais toi, tu as déjà fait l'harmonisation faciale. normale. C'est pas possible d'avoir un visage aussi harmonieux. pour Merci pas- mon chéri, mais non. Non. Donc, Et voilà, donc il y a tout ça, il y a beaucoup de réflexions dans tous ces points qu'on a mis. On a essayé beaucoup de d'être choses. bref, mais on a parlé parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, on aurait Mais pu, c'est bien, comme ça vous avez une vidéo très très riche. Vous pouvez aussi donner votre opinion, sans jugement bien entendu, toujours dans les commentaires, toujours dans la dans la- bienveillance. dans la bienveillance, dans la joie, dans la bonne humeur, parce que c'est vraiment ce qu'on souhaite sur cette chaîne portugais-brésilien. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, merci de laisser un petit j'aime Like. et de partager avec vos amis, votre famille qui souhaite voyager au Brésil. Peut-être que ça va leur servir. Si vous avez prévu d'aller au Brésil, si vous avez besoin d'apprendre le portugais brésilien, on vous invite à télécharger gratuitement le guide complet, o guia completo Falar Português Brasileiro. C'est gratuit pour le moment. Il vous suffit d'appuyer sur le petit i dans le coin ou alors dans le lien qui est dans la description. C'est gratuit et on donne nos meilleurs conseils pour commencer à apprendre le portugais brésilien. On se dit à la prochaine vidéo, semaine prochaine, sur la chaîne Portugais Brésilien. Salut! À très bientôt. Tchauzinho!